Vous savez ce qui marche vraiment très bien? Le drama. Vous savez ce que ça appelle le drama? Encore plus de drama! Quand quelqu'un fait une revue négative d'un livre, ou de n'importe quoi, c'est du drama. Et qu'est-ce qui arrive après ce drama? Plus de drama sur le drama! Bref, c'est pour ça que la problématique des critiques négatives de livres, en l'occurrence on va s'intéresser aux livres, ça revient tout le temps. Sur TikTok surtout, parce que c'est là que ça se passe. Le drama c'est sur TikTok, ça se passe sur TikTok majoritairement, et après, sur YouTube, on retrouve des petites vidéos, des longues vidéos, qui racontent un peu tout ça. On voit revenir de temps en temps des discours et des débats sur les reviews négatives. Est-ce qu'il faut les faire? Est-ce qu'il faut pas les faire? Est-ce qu'il faut les partager? Est-ce qu'il faut les garder pour soi? Est-ce qu'il faut les taire? Ou non? Aujourd'hui on va parler de ça. Parce que c'est un débat extrêmement intéressant avec des arguments plutôt solides dans les deux camps. Et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu parce que c'est soit tu fais une review négative, soit tu la fais pas. Il n'y a pas d'entre-milieu entre ces deux actions. Ou y en a-t-il un? À la fin de la vidéo je vous parlerai de un peu comment faire une critique négative, de ce que j'ai trouvé comme conseil, etc. Avant d'en arriver là, on va parler d'autres choses. Par exemple, pourquoi ne pas faire de review négative, les arguments vraiment contre. Ensuite on va parler, vous allez voir un peu de quelle partie je suis, mais l'importance des reviews négatives à mes yeux, ce qui va nous mener à parler d'autres choses que je vous mettrai toutes les timestamps dans la description. Il y a des choses qui relancent les débats de temps à autre, comme par exemple quand il y a eu cette information qui est sortie, comme quoi il y avait une maison d'édition qui, quand elle envoyait ses ARC, donc Advanced Reader Copies, ou Service Press en français, quand elle envoyait ses services presse, elle demandait aux lecteurs et aux lectrices de ne pas sortir leur review si elle est négative lors de la sortie, mais d'attendre 2 semaines après la sortie. Une sorte de censure temporelle. T'as pas le droit de poster une review négative dans les 2 semaines de la sortie du livre. Il y a eu autre chose aussi. Un auteur qui a fait un post sur Instagram, je vais vous le mettre ici. J'ai juste un screen de très mauvaise qualité parce que j'ai pas réussi à le trouver en meilleure qualité. Mais en gros, c'est un auteur qui disait qu'il fallait pas mettre des reviews négatives de 1 ou 2 étoiles, que c'était pas bien. Voilà, si vous voulez lire vite fait. Il y a une personne aussi, bon ça je vais pas citer pour le coup, mais de toute façon a retiré son TikTok, mais qui avait dit dans un TikTok que les gens qui postaient des revues négatives, c'était des gens avec un problème, un complexe de supériorité. Le truc sur les revues négatives, et ce qui est fait qu'elles font beaucoup de polémique, beaucoup de gens sont vus comme voulant juste de l'attention. La controverse, le négatif, le polémique, c'est beaucoup plus vendeur, mais beaucoup plus vendeur que le positif. Une review d'un livre dont le titre c'est « Ce livre est trop bien, vraiment, vous devez le lire », comparé à une vidéo dont le titre c'est « Ce livre est la pire chose qui me soit jamais arrivée ». Tout le monde sait sur quoi on clique. Et il y a beaucoup de gens qui sont critiqués pour le fait d'utiliser ça comme un capteur d'attention. Il y a des gens qui font des vidéos review négatives, leur principale source de revenus sur leur chaîne YouTube, et on le voit clairement dans les statistiques, entre les vidéos où ils critiquent un livre qu'ils aiment pas et les vidéos par exemple juste où ils parlent de leurs recommandations, on voit très bien lesquelles sont le plus regardées. Même moi, quand j'ai fait ma vidéo sur Colleen Hoover, mes statistiques elles ont monté. Donc c'est clair ce qui marche sur internet. Et si t'as de l'attention en faisant ça, t'auras forcément envie de continuer à faire ça. Moi je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, le fait de vouloir avoir de l'attention en faisant des reviews négatives, tant que les reviews négatives sont justifiées et tant que les vidéos sont vraiment cool quoi à regarder, quand les vidéos sont vraiment travaillées, vous voyez ce que je veux dire, quand il y a vraiment, quand c'est pas juste tu bâches un livre pour aucune raison. Les gens qui ont des chaînes de reviews négatives, souvent ils travaillent extrêmement beaucoup leurs vidéos et c'est totalement mérité. Ok, je voulais juste ajouter, quand je dis que c'est ok de vouloir chercher l'attention en critiquant un livre, je veux pas dire genre de l'attention pour soi, je veux dire de l'attention pour ce qu'on soulève de négatif dans le livre. Et je suis pas du tout contre les chaînes qui font que des reviews négatives ou principalement des reviews négatives, j'adore le regarder et moi des fois je fais des vidéos comme ça, même si en vrai vouloir de l'attention sur internet, je pense que c'est un truc humain que beaucoup de gens ont. Et il y a ce besoin d'attention qui n'est pas sain. Et ce besoin d'attention dans le sens, j'ai besoin de reconnaissance de mon travail. Voilà, c'est ce que je voulais clarifier. Et en même temps, en parallèle de ça, on a un problème assez similaire de l'autre côté de la balance. C'est-à-dire avec les gens qui vont faire des reviews positives, uniquement des reviews positives dans le but de recevoir plus et plus de services presse. Donc ça c'est vraiment genre l'opposé de la situation. Écrire des vidéos négatives, c'est aussi, en plus du fait que ça t'apporte de l'attention, c'est un genre de fun, parce que ça peut te donner un genre de sentiment d'excitation, de faire quelque chose un peu genre
contraire à l'opinion principale. Et c'est beaucoup plus facile d'être drôle en étant négatif que d'être drôle en étant positif. Et mais ça c'est pas nouveau ça. Vraiment, je voulais trop vous partager des trucs parce que dans l'histoire, les reviews négatives, c'était chaud. Il y a des reviews négatives, c'est des dingueries. Je crois que la critique d'art, c'est né au XVIIe siècle. La critique d'art, ouais, c'est vraiment popularisé au XVIIe siècle. Et depuis, mais on a eu des pépites. On a eu des pépites de critiques négatives, vraiment. Si vous cherchez un peu sur internet, vous trouverez des trucs trop drôles. J'ai lu, quand j'étais à la fac, un livre entier de Huysmans, de ses critiques d'art. C'est hilarant, mais vraiment le mec n'a aucune limite, ne laisse rien passer et il les déglingue les tableaux. Les critiques positives sont extrêmement jolies, par exemple celle de Baudelaire, il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'étudier Baudelaire, les critiques de Baudelaire à l'école ou à la fac, c'est beau. Et il y a aussi la partie genre extrêmement drôle, c'est toujours bien écrit hein, mais Huysmans, il écrit des trucs du genre, il dit que le tableau La jeunesse de Bacchus lui rappelle de la chair blanchâtre d'escargot dégorgé avant le persillage. Une autre critique qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est une critique de Henry James sur l'œuvre de Edgar Allan Poe, qui dit « Montrer de l'enthousiasme pour Poe est la marque d'un niveau de réflexion définitivement primitif. » Non mais aujourd'hui on est des anges hein. Bref, je vous conseille d'emprunter dans une bibliothèque le livre des critiques d'art de Huysmans et de lire un peu, genre de feuilleter un peu parce que vraiment il y a des trucs, c'est hilarant. Mais bon, ça plaît pas à tout le monde, bien sûr que non. Et pour beaucoup, c'est vraiment quelque chose de méchant de faire une critique négative. Donc on va parler d'un peu des arguments contre les critiques négatives qui sont des arguments qui font sens. L'argument principal évidemment c'est que c'est cruel par rapport à l'auteur. Écrire un livre, ça demande tellement, non seulement de temps, mais d'énergie, de travail, de recherche pour les auteurs qui se donnent la peine de faire des recherches. C'est un travail extrêmement dur, de longue haleine. Dénigrer un travail pareil, ça paraît vraiment cruel, voire méchant, enfin méchant et cruel. C'est ce que les gens ont tendance à utiliser comme mot, dans le sens c'est de la méchanceté gratuite ou qui n'a pas vraiment lieu d'être. Mais même sans aller chercher des intentions négatives, c'est que genre en sachant tout ce travail qui a été fait, toi tu vas quand même sortir de ton chemin pour aller faire une critique négative d'un livre qui a nécessité énormément de travail et d'énergie. Pour un auteur, un livre c'est quelque chose d'extrêmement précieux, c'est genre un truc qu'il a sorti de lui-même, c'est épuisant et c'est enfin une récompense de voir son livre publié. Et quand tout à coup quelqu'un fait une grosse review négative, on peut pas dire que c'est vraiment de la méchanceté parce que ton but c'est pas de détruire le moral de l'auteur en général. Un autre argument qui est évoqué non seulement par les auteurs mais aussi par les maisons d'édition, c'est que ça dérobe l'auteur de ses lecteurs, enfin de potentiels lecteurs. Ça prive l'auteur de se voir amener d'autres lecteurs, des nouveaux lecteurs, etc. Que au final, faire une revue négative, c'est une perte de temps. Genre tu perds de l'énergie, c'est juste haineux. Ça t'apporte rien. Donc pourquoi tu fais ça? Il y a pas mal de gens aussi qui répondent aux revues négatives en disant c'est juste toi qui n'as pas aimé le livre. Genre, ce que tu dis, c'est juste toi, et là, t'es en train de priver l'auteur de ses lecteurs alors que c'est juste ton opinion, et que les autres, ils peuvent très bien l'aimer. J'ai plein de choses à répondre à ça. Le problème, c'est que aussi, les gens, quand ils lisent des revues négatives, ou quand ils regardent des vidéos avec des critiques négatives de leur livre préféré, ou d'un livre qu'ils ont vraiment beaucoup aimé, ils se sentent regardés par en haut, insultés. Ils voient les gens qui font les critiques négatives comme extrêmement condescendants, et certaines personnes le sont. Vraiment, il y a des critiques qui font des reviews négatives qui sont extrêmement condescendants, mais vraiment, surtout des hommes, évidemment. Et là, on en revient au problème de l'intellectualisme et de l'élitisme, etc. Donc voilà, en gros, si tu n'as rien de gentil à dire, alors ne dis rien. Ça marche bien quand par exemple tu trouves que quelqu'un a un t-shirt qui lui va pas. Mais partager son opinion sur une œuvre d'art, surtout une œuvre d'art qui a beaucoup de répercussions, c'est très important. Restreindre les gens à exprimer leur pensée sur une œuvre, c'est tout simplement de la positivité toxique, alors que c'est très important de pouvoir partager son opinion sur l'art, et que en plus, parfois, il faut soulever des problématiques extrêmement graves. Donc voilà, parlons de l'importance des revues négatives. La liberté d'expression, qui est inscrite dans notre belle constitution. Elle est bien malmenée, cette liberté d'expression, parce que elle est fort utilisée par des militants fantastiques. On peut plus rien dire. Donc voilà, elle est souvent utilisée pour un peu soutenir les discours pleins de haine, mais cependant, elle est vraiment très importante. Il faut absolument avoir la possibilité, avoir le droit de vocaliser son opinion par rapport à un objet d'art. C'est primordial d'avoir une société où tu peux
exprimer ton opinion par rapport à un objet d'art. Et ça amène aussi à ce qui fait du monde une place, un lieu où on peut trouver des choses intéressantes, c'est qu'il y a une diversité d'opinions, et ça c'est extrêmement important de la cultiver. C'est comme ça qu'on soulève et qu'on crée des débats, partager ses avis, pouvoir peut-être changer d'avis sur certaines choses, pouvoir apprendre de nouvelles choses, c'est très important. C'est vraiment essentiel à une société. Parfois, il faut parler des choses qui fâchent, il y a des débats qui sont nécessaires, et l'art, ça a toujours et ça fera toujours ça, j'espère. Ça soulève des problèmes de société dont il faut parler. Il y a des livres qui sont extrêmement classiques de ce genre-là. 1984 de George Orwell, Lolita de Lolita de Vladimir Nabokov. Ces livres-là, ils sont là pour dénoncer des problématiques extrêmement graves. D'ailleurs, non seulement ils dénoncent des choses, mais en plus, leur réception dénonce la société encore plus. Par exemple, la réception de Lolita. Les maisons d'édition qui mettent à Lolita des couvertures ultra féminisées, ultra sexualisées, alors que Lolita... Bref, je m'égare de fou là. Parfois, l'effet inverse se produit. Le livre miroite un comportement extrêmement toxique d'une personne qui reflète les comportements de la société, mais qui le romantise. On sait tous de quoi je veux parler. Il y a des livres qui romantisent les comportements dangereux et toxiques de certaines personnes de la société. Et là, ce sont les lecteurs-rices qui vont dénoncer ça, qui vont dire « Mais bro, tu ne peux pas dire que ça c'est romantique. C'est faux, c'est mal. » Il y a des livres qui ont fait parler d'eux comme ça. After Donatod, les livres de Colleen Hoover en général, je suis bien placée pour vous le dire. Oh my god! C'est avec une diversité d'opinions qu'on peut arriver à des débats comme ça. Et des diversités de revues. Parce que si les livres n'avaient que des revues positives, et ben dans ce cas-là, on parlerait jamais de ces problématiques. C'est nécessaire de call out des problèmes que posent les livres selon notre opinion. Parce que si les livres sont considérés problématiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière dans la société qui l'est aussi, et qu'il faut essayer de changer, essayer de travailler. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si un livre extrêmement connu, extrêmement lu, est problématique, alors ça se reflètera aussi dans la société. C'est pour ça que c'est aussi extrêmement important d'en parler négativement. Surtout, je ne vise pas Colleen Hoover, mais si les livres les plus lus de l'année chez les adolescentes, ce sont des livres qui romantisent les comportements autoritaires et toxiques, manipulateurs et mauvais des hommes, ça va avoir un impact sur la société, clairement. Et il faut dire quelque chose contre ça. Parlons d'un truc un peu plus léger. Les critiques négatives peuvent aussi aider les gens à savoir s'ils ont envie de lire un livre. Par exemple, moi, je prends mon exemple, s'il y a un livre que je vois, je me dis, je sais pas trop si je veux le lire, genre je suis encore en hésitation. Souvent je vais aller voir les revues négatives pour voir si les choses que les gens aiment pas, moi c'est des choses que je vais bien aimer quand même. Ou si c'est pas des choses qui vont me déranger. Par exemple, la plupart du temps, quand les gens dans leurs revues négatives disent c'était super ennuyeux, moi je me dis, jackpot! Moi j'adore les livres ennuyeux! Je suis même pas ironique! Ça peut amener quelqu'un à lire un livre, de voir une revue négative. Donc voilà, ça fait pas que fuir les lecteurs. Même si bon, on va pas se le cacher, voilà. Et voir une revue négative, c'est aussi une validation pour d'autres lecteurs qui n'ont pas aimé un livre, par exemple. Si ils n'ont pas aimé un livre et que la plupart des reviews sont positives, c'est pareil, je suis désolée, mais Colleen Hoover, vraiment, sur Goodreads, elle a quand même plus de 4 étoiles de moyenne pour tous ses livres. Donc quand un lecteur va trouver le livre catastrophique et qu'il ne voit pas de review négative nulle part, tu te dis, mais purée, je suis complètement fada. Il y a toujours des gens qui auront une opinion différente de l'opinion majoritaire, et c'est toujours normal. C'est un comportement humain de chercher de la validation de quelque part, que ce soit pour une review négative ou pour une review positive. Le problème... je sais pas comment transitionner. Pourquoi je fais pas de transition quand j'écris mes vidéos? Il faut parler de la question des standards. Les standards dans la littérature. J'ai lu un article du New York Times de Francine Prose et Zoé Heller qui disait que avoir des standards en littérature, c'était extrêmement important, c'était primordial et qu'il fallait les protéger et les entretenir. Un exemple que Francine Prose du coup cite dans le texte, c'est qu'elle parle de la phrase ses yeux étaient noirs comme la nuit. Et elle dit qu'elle peut pas trop expliquer pourquoi, mais que ça sonne comme une insulte quand elle lit ça. Genre, elle a l'impression de se faire insulter quand elle lit ces mots-là dans un livre. C'est vrai! Des fois, quand il n'y a pas d'effort, tu te sens insulté. Ça dépend de ton mode de lecture. Et du coup, ouais, on peut penser que sans standard, il y aura plus cette possibilité de lecture, cette possibilité d'être genre impressionné par ce que tu lis, d'être un peu scotché sur les mots que tu lis. Quand tu lis un texte magnifique et que t'as besoin d'une seconde pour te dire « Ah ouais, purée, c'est vraiment trop beau !» Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la littérature qui sort aujourd'hui
est une littérature avec peu d'efforts. Je parle pas de la littérature blanche, je parle plus de la littérature de genre, donc polar, romance, fantastique, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est en train de tuer le livre, de tuer la littérature, de non seulement tuer l'industrie, mais de tuer l'art de la littérature en général. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que les maisons d'édition ne produiront plus, ne sortiront plus de textes qui sont travaillés, et surtout notamment stylistiquement. C'est très important d'avoir des standards dans n'importe quel domaine, que ce soit dans la littérature, oui, mais aussi dans le cinéma, dans les séries télé, dans le genre la musique. Je pense que c'est normal d'avoir une attente où tu veux juste avoir du fun, mais aussi d'avoir une attente où tu veux pas non plus te faire insulter à la figure, quoi. T'as pas envie que les gens ils t'envoient à la figure un truc ni fait ni à faire. Ah, j'avais oublié cette expression. Les films produits par notre bon vieux Netflix, qui n'ont aucune recherche artistique, stylistique, qui se moquent des gens qui prennent leurs spectateurs pour des idiots. C'est ok de les regarder pour du fun, mais on mérite quand même un truc de qualité, quoi. On mérite de se faire servir, quand on paye un service, quelque chose de qualité. C'est sûr que ça dépend des attentes. Ce qui est compliqué, c'est que, évidemment, les standards sont différents selon chacun, selon non seulement le groupe de lecteurs, mais aussi la personne individuelle. Certains vont avoir plus de sensibilité pour la forme que pour le fond, certains ça va être l'inverse, certains ça va être les deux pareils. Et donc, pour servir chacun, il faut forcément qu'il y ait de tout. Parce que certains, un truc stylistiquement travaillé, ça les saoule, ils ont pas le temps pour ça, ils veulent juste avoir du fun. Il y a un sentiment en ce moment que tout le monde peut devenir un auteur. Les gens se font publier depuis Wattpad, tout le monde peut avoir accès à ça, et ça ne plaît pas aux gens qui étudient pendant des années pour au final ne pas voir du succès du tout. Et c'est évidemment, genre c'est ancré dans un sentiment de supériorité et d'ego blessé, de voir que quelqu'un qui n'a pas un master ou même un doctorat t'écrase en termes de vente de livres, ça forcément ça plaît pas. Et il y a toute une sorte de lectorat qui voudrait que la littérature et les standards littéraires soient ancrés dans une époque dans laquelle on n'est plus. Cela dit, je pense toujours que les standards sont importants, comme pour toute forme d'art. Et je suis d'accord que des fois je lis des livres, je me dis, mais purée, tu penses que je suis stupide. Genre des fois la facilité de certaines phrases, de certaines expressions, c'est insultant. Et ça, c'est pas un sentiment qui est très agréable. Et c'est pas un sentiment que j'ai envie de ressentir quand je suis en train de lire. Moi, je veux être surprise par la qualité de l'écriture. Je veux genre être scotchée de la complexité de l'histoire. Et ça, c'est seulement l'expérience de lecture que je veux la plupart du temps vivre. Et je crois qu'elle doit être prise en compte et prise au sérieux. Et que il faut toujours que des livres comme ça sortent. Je pense que c'est pour ça que... Je me rappelle plus du début de ma phrase. C'est pour ça que les critiques négatives sont importantes. Pour que ce public-là continue d'avoir des livres qui vont pas le faire penser qu'ils sont pris pour une idiot. Waouh, j'ai vraiment accordé n'importe quoi là. Et je pense que les critiques négatives participent au fait que ce public-là puisse continuer d'avoir des livres qui lui sont adaptés. Et je voudrais redire encore une fois qu'il n'y a pas de classification de public. C'est-à-dire que c'est juste des publics différents. C'est pas un est supérieur à l'autre. S'il vous plaît, m'attaquez pas. Bon, j'ai pas l'impression que je l'ai dit assez clairement, mais en gros, les critiques négatives sont extrêmement importantes pour maintenir les standards littéraires à un niveau où tout le monde peut se voir donner des livres qu'il a envie de lire et qu'il puisse toujours avoir accès à un mode de lecture qui lui est personnel. S'il n'y avait pas de critiques négatives, les standards s'effondreraient complètement. Pas de transition encore une fois. Alors ça, c'est vraiment très important. Les critiques de livres ne sont pas pour les auteurs, mais pour les lecteurs. Ça, c'est vraiment un des plus gros conseils, je pense et je crois, donnés par les auteurs pour les auteurs. Si tu viens sortir un livre, va pas voir les reviews. Je sais, j'ai déjà entendu ça de la bouche de pas mal d'auteurs. C'est ce que j'ai dit, je crois, dans une dernière vidéo, mais en publiant un livre, quand tu publies ton livre, tu n'as plus la main dessus. Genre, c'est plus le tien, c'est le livre des lecteurs. Tu as cédé les droits, c'est plus le tien. Il est travaillé en amont, il est perfectionné, poli, et à partir du moment où cette version ultime arrive au lecteur, c'est finito pour l'auteur, il y a plus, c'est plus son livre. Et les gens sont libres et ont le droit à leur opinion. L'auteur, il est conscient de ça quand il publie son livre. Il est ou il doit être conscient de ça, mais la plupart du temps, il est conscient de ça. Il est conscient qu'il offre un produit aux gens, et c'est normal de pouvoir le critiquer. C'est normal. Surtout que le lecteur, souvent, il dépense de l'argent pour le lire. Zoé Heller, du coup, dans ce même article, dit, je dis en gros, mais en gros, les auteurs, c'est pas des enfants qui ont fait dans leur classe de primaire un petit projet pour apporter en cadeau à leurs parents, et qui attendent justement la validation et l'admiration de leurs parents. Ce sont des gens qui ont choisi de présenter leur œuvre, leur travail, qui ont choisi de le mettre
dans la place publique. À partir de ça, ils sont conscients qu'ils vont pas avoir que du positif. Et auteur, c'est être un métier, et dans ce métier, tu dois être ok avec le fait que ton œuvre va être jugée par les gens et les lecteurs. Mais un problème qui se pose maintenant, c'est que certaines maisons d'édition commencent à dire à leurs auteurs « Et va sur Goodreads, va lire les revues sur Goodreads et réponds aux lecteurs. » Ça me dépasse un peu. Comment une maison d'édition peut dire ça ? Et je sais que ça se passe de plus en plus, que les maisons d'édition sont en mode vas-y, engage la conversation avec tes lecteurs sur Goodreads, réponds à leurs reviews et tout. C'est pas la place des auteurs ici. Je crois pas que les reviews ce soit un espace pour les auteurs. Je pense qu'ils peuvent en prendre quelque chose, ils peuvent prendre des réflexions construites, des critiques constructives. Je pense que ça peut aider leur art, mais je pense pas que les reviews ça devrait être un espace d'échange entre les lecteurs et les auteurs. Après, mon avis peut être changé très facilement. Je pense que ils sont assez entourés par des professionnels de la lecture et de l'édition. Donc du coup, passons à la dernière partie de la vidéo. Les petits conseils, je l'ai mis à la fin parce que je me suis dit, tout le monde n'a pas envie d'avoir des conseils pour les reviews respectueuses ou quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'ai trouvé pour écrire une review respectueuse. Il y a beaucoup de gens qui font des disclaimers en début de vidéo. Moi-même, je le fais, parce que sinon je me sentirais horrible. Mais en vrai, c'est pas nécessaire. Genre, t'as le droit d'avoir ton opinion. Mais bon, c'est sympa de le faire. Il faut considérer l'auteur, c'est-à-dire qu'il faut pas le taguer. Et évidemment, ça me paraît évident, mais il y a tellement de gens qui taguent les auteurs dans les reviews négatives, c'est juste horrible. Respecter le travail de l'auteur, même si, bon, ça a ses limites. Ensuite, là-dedans, il faut juger l'audience. Genre, si c'est un petit auteur indépendant, avec 30 reviews sur son Goodreads, est-ce que ça vaut le coup ? Il faut aussi considérer les lecteurs. C'est-à-dire que, outre le fait que l'auteur va se sentir insulté par la review, les lecteurs aussi vont se sentir insultés. Donc si votre review est archi condescendante, ça va pas être cool à lire pour les autres lecteurs. Très souvent que les gens humilient d'autres gens parce que ils ont l'impression que leur hobby n'est pas assez bien. Et on fait souvent ressentir de la honte aux gens pour ce qu'ils aiment. C'est juste purement méchant. Donc il faut faire aussi attention aux lecteurs. Il faut aussi donner du contexte. Par exemple, si vous ne l'avez pas aimé parce que vous avez lu déjà un livre similaire, quand l'auteur est problématique, c'est bien de le mentionner dans la review aussi. C'est bien de donner des exemples des choses qu'on critique, parce que sinon ça paraît vraiment méchant. C'est bien aussi de dire quelques points positifs, si jamais on en a. Et aussi essayer de parler plus avec des mots genre moi je trouve que machin et pas ça c'est nul, dans la mesure du possible. Voilà, c'était une rapide partie sur les conseils. Et ok, voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que la vidéo était bien ? J'espère, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc voilà, dites-moi votre avis bien sûr en commentaire. À chaque fois, enfin c'est rare que je réponde en commentaire, mais sachez que je les lis tous. Je les lis vraiment tous. Mais ouais, c'est rare que j'ai l'énergie de leur répondre et tout, mais je les lis tous et ça fait vraiment plaisir quand vous en laissez. Donc merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était trop cool de la faire. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.